Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto, bienvenue à Berlin. Et oui, il aura fallu que je retourne sur mes terres de cœur en Allemagne pour aller vous présenter une française, une bien française cette fois-ci, une Peugeot 505 GTI. Et vous allez voir que cette française, eh bien, vu que nous sommes en Allemagne, elle est allée littéralement chasser sur les terres des Allemandes, puisque la Grande Berline 505, c'était une proposition sérieuse de la part de Peugeot, qui était capable de concurrencer dans une certaine mesure certaines Allemandes au début des années 80. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous en montrer un superbe exemplaire de deuxième main avec une très belle histoire et surtout une très belle configuration. Et pour cette vidéo, je tiens à adresser un grand merci à Elias. Si vous ne connaissez pas, allez voir son Instagram. C'est un Allemand journaliste automobile passionné de voitures françaises. C'est Moteur Flottant, je vous mets son Instagram ici, quelque part sur la vidéo. Un grand merci à lui pour son temps, pour la mise à disposition de cette 505 aujourd'hui dans une chaleur torride. C'est un superbe exemplaire et je suis très content de pouvoir lui rendre hommage sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée, c'est Ovoco qui me fait confiance et je les en remercie. Figurez-vous que je me suis mis à la mécanique. Si, je vous jure. En fait, avec ma copine, on a une vieille Clio 2 qui a 200 000 km et l'alternateur a décidé de nous lâcher. Or, c'est typiquement sur ce genre de chantier qu'il faut être malin. Pourquoi acheter un alternateur neuf et le payer plus cher alors qu'il y en a des centaines d'occasions qui sont en très bon état de marche? C'est là qu'entre en jeu mon partenaire du jour, Ovoco. C'est une sorte de marketplace qui rassemble plusieurs milliers de casses en Europe. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a des millions de pièces détachées disponibles qui vous sont accessibles en quelques clics. Et l'avantage avec un tel stock qui évolue en permanence, c'est que vous maximisez vos chances de trouver la pièce précise et en plus souvent à des tarifs inférieurs à ce que vous pouvez trouver sur le marché de l'occasion en France. Ovoco vous livre directement chez vous et si vous êtes un débutant comme moi et que vous vous trompez de pièce, eh bien vous avez 14 jours pour la renvoyer et vous faire rembourser tout simplement. Bref, je vous mets ici et dans la description le lien affilié si vous souhaitez utiliser Ovoco et je les remercie encore une fois pour leur soutien. Première Peugeot de la série 500 sur la chaîne et on entame avec non des moindres, puisque la 505 c'est quand même une grande Peugeot de cette série-là, la dernière Peugeot française à propulsion et je crois quasiment la dernière française tout court à propulsion, en tout cas dans les voitures normales, de gamme normale. La 505 c'est cette grande berline classique Peugeot qui nous fait du Peugeot, qui sort en 1979 pour, une fois n'est pas coutume, succéder à un mythe, celui de la 504. L'une des voitures françaises et l'une des voitures tout court les plus robustes de l'histoire. La 504, tout le monde la connaît avec son capot arrière bombé, son regard avant et ses phares un peu agressifs qui étaient qualifiés du regard de Sophia Loren. Eh bien, la 505, elle vient habilement lui succéder en 1979. Elle vient moderniser son style avec une grande élégance, on va y revenir. Et bien qu'elle soit basée sur cette plateforme de 504, qu'elle en reprenne les trains roulants, l'architecture propulsion moteur avant et même certains moteurs à carburateur en début de carrière, la 505 saura s'émanciper de l'héritage 504 pour être à son tour un grand succès puisque cette berline a été produite à plus de 1 300 000 exemplaires sur une carrière allant au-delà de 1987 en Europe puisqu'elle a continué d'être fabriquée sur d'autres marchés. C'est bien par son style que la 505 veut s'imposer comme la grande berline familiale cossue, sérieuse, qui rassure, mais néanmoins qui a de la personnalité. Autrement dit, elle incarne parfaitement l'esthétique et l'image de Peugeot, à commencer par cette face avant. Donc bien entendu, elle reprend les phares avant froncés, entre guillemets, qui sont un peu le regard de Sophia Loren, toujours, mais cette fois-ci dans une version quand même plus agressive, il faut le dire. Et moi, j'ai toujours trouvé que la 505, pour une berline de cette époque, où on était quand même beaucoup sur des parallélépipèdes assez insipides, il faut le dire, eh bien avec son regard agressif comme ça, elle apportait de la nouveauté, elle apportait de la fraîcheur. Donc je suis un grand fan de cette face avant personnellement. Et sachez que là nous sommes sur une version de phase 1, ça se verra surtout à l'intérieur, mais elle a un extérieur qui est encore assez ancien avec pas mal de chrome. On est à cette fameuse jonction entre le chrome et le plastique, les années 70 et les années 80. Donc vous voyez par exemple, si on se penche au niveau du pare-choc ici, on a ce jonc chromé, qui est super sympa. Et on a aussi l'entourage des phares chromés. Et d'ailleurs, c'est des phares en verre. Donc ça fait déjà assez ancien. La calandre, elle aussi, elle est, alors peut-être pas chromée, mais en tout cas, elle a un côté aluminium. Et puis, on a également des chromes un petit peu partout en haute carrosserie. Donc par exemple, autour du pare-brise, vous voyez ici,
caoutchouc plus chrome plus caoutchouc, et ça vient se prolonger. Et pareil, autour des vitres, du chrome. Alors là, ce sont les gouttières que je vous montre, parce que cette voiture a des gouttières. Ça trahit son ancrage dans les années 70. Du chrome encore ici, du chrome sur les poignées, mais pas de chrome quand même sur les protections latérales. Ça reste une voiture de transition, mais à une bonne période de transition. Et je trouve que c'est de profil que la 505 est le plus sympa, parce qu'elle est parfaitement équilibrée. Et pour le tout début des années 80, en effet, elle avait des dimensions plutôt confortables, puisqu'elle mesurait 4,58 m, ce qui lui permettait par exemple d'affronter la série 5 de l'époque, qui elle était à 4,62 m. Donc en fait, la 505, moi j'ai toujours cru qu'elle était un petit peu l'ancêtre de la 405, et donc qu'elle se battait plutôt dans la catégorie des familiales, mais non, c'est bien une routière Peugeot. Donc elle était là pour s'attaquer aux allemandes. Et donc je vous ai dit, le thème de s'attaquer aux allemandes, c'est un petit peu le fil rouge de la vidéo, parce que d'une part, bien sûr, on est en Allemagne, et d'autre part, parce que cette 505, je l'ai déjà rencontrée par le passé, j'ai été agréablement surpris par son niveau de qualité, son niveau de finition. Par exemple, je vous montrerai tout à l'heure l'intérieur, mais quand vous ouvrez la porte, c'est lourd, le cran d'arrêt est bien défini, et quand vous fermez la porte, on a un bruit. C'est mat, c'est solide. Je trouve que cette 505 là, elle affiche un fort sérieux qui fait que, à mon avis, elle pouvait au moins prétendre à inquiéter les Allemandes sans les dépasser, mais quand même. On a vraiment une grande finesse dans ce dessin, et ce, peu importe les angles. Notamment par exemple ici de 3/4 arrière. Je trouve que là aussi c'est très joli. Alors c'est parce qu'elle a un design très traditionnel en fait. Elle a un 3 volumes hyper bien défini, un long coffre, un très long porte-à-faux arrière. Regardez-moi ça. Le porte-à-faux est vraiment gigantesque, mais ça reste équilibré. Et donc à l'arrière, là aussi, on retrouve les éléments de la phase 1. Donc par exemple, ces phares-là, avec le gros clignotant orange sur le côté. Et encore une fois, ce que je vous disais, le rappel de chrome ici. On a aussi le chrome dans le pare-choc. Et puis une petite ligne d'échappement assez frêle, mais toute droite, qui est très sympa. Et donc là, vous voyez, on est sur une version GTI. Donc on va en parler dans une seconde, on va aller voir sous le capot, qui comporte notamment ce bloc aileron supplémentaire qui a été installé en plus pour plus d'aérodynamisme. Alors, la GTI, qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, on est au début des années 80, la mode des GTI a été bien entamée avec la Golf GTI forcément. La 205 sort un petit peu plus tard, elle devient la nouvelle star en 1983. Cette voiture étant de 1983, on pourrait se dire 505 GTI, c'est une version qui a la pêche, qui vient reprendre peut-être la mécanique de la 205 et qui veut un peu se faire sportive. Alors oui et non. Oui, c'est une version un petit peu plus sportive, un petit peu plus dynamique. On a vu qu'elle a un petit aileron à l'arrière, elle a un bon équipement, vous allez voir à l'intérieur tout à l'heure. C'est en fait une voiture un petit peu milieu haut de gamme et effectivement, elle a une mécanique assez péchue qui développe aussi 130 chevaux. Cependant, on n'est pas sur le moteur 1,9 litre de la 205. On est sur un moteur plus ancien et plus gros, un moteur qui se veut en fait pour les voitures routières. C'est le fameux moteur 4 cylindres Douvrin. Donc c'est lié à son lieu de fabrication. En fait, il a été conçu en collaboration entre Renault et Peugeot et fabriqué par la Française de mécanique. Et c'est un moteur qui fait 2,2 litres de cylindrée. Donc en fait, c'est même nom, même puissance, mais c'est pas du tout une GTI 1,9 litre. 2,2 litres pour 130 chevaux. Et il équipe plusieurs voitures, il a été décliné de plusieurs façons, et donc on le trouve sur cette 505, mais on pouvait aussi le retrouver sur la Renault 20 TS par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau du positionnement dans la gamme de la GTI, c'est que la 505 est d'abord lancée sans véritable version sportive, puisqu'on avait des moteurs à carburateur au début, le moteur le plus puissant étant sur la STI qui développait 110 chevaux, donc c'était pas énorme. Et lorsqu'elle arrive au tout début des années 80 avec 130 chevaux, ça commençait déjà à être un peu plus intéressant, mais il ne faut pas oublier que cette voiture-là, ce n'est pas une 205 qui fait 800 kg, c'est une voiture qui pèse 1,3 tonne. Donc 130 chevaux dans 1,3 tonne, même si on est sur une propulsion, même si on a un châssis Peugeot qui est fort sympathique quand même et qui est très sécurisant, eh bien ça n'en fait pas une voiture sportive, ça en fait plutôt une routière assez confortable. Et vous verrez quand on passera à l'intérieur, mais vous pouvez déjà le voir un petit peu autour de moi, on n'est pas sur de la moquette rouge, on est plutôt sur quelque chose d'assez classe. Voici donc notre moteur Douvrin, le 2,2 litres
qui développe 130 chevaux. C'est pas une puissance énorme, je trouve, pour cette cylindrée, mais bon, on était fin des années 70, début des années 80. Donc 130 chevaux, 180 Nm de couple. Et vous pouvez voir que dans la B-moteur, ça fait quand même assez ancien, je trouve. Mais c'est pas une critique de ma part, au contraire. On a pas mal de petits détails. Vous voyez par exemple ces petites étiquettes là, avec écrit en plein de langues, y compris ici. Vous voyez, c'est écrit en arabe aussi. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je suppose que c'est parce que la 504 est très, très populaire dans les pays du Maghreb. Et donc, peut-être qu'ils avaient anticipé que la 505 le serait aussi. J'en sais rien. On a aussi ce petit bouchon d'huile Shell Esso qui est très sympa. Avec le petit tour que je vous ai fait de la voiture, vous vous êtes peut-être posé la question de savoir, mais il me semble qu'il y a des détails français sur cette voiture. Et effectivement, vous avez l'œil, il y a bien des détails français, donc on ne va pas passer par quatre chemins. La voiture est allemande aujourd'hui. Elle a au passage une superbe plaque GT 1983. Ça, c'est le bonheur des plaques personnalisées à l'allemande. Le H, ce sont les plaques collection. Mais effectivement, cette voiture est originaire de France. Donc c'est pour ça ici, vous voyez qu'on a son ancien certificat d'assurance avec son ancienne vignette contrôle technique et la plaque RX 1972. Et oui, puisque cette voiture est une véritable authentique auto, elle a été achetée par Elias en première main à un propriétaire qui habitait dans la Sarthe. On a ici sa plaque d'origine, son seul et unique plaque noire, vendue au garage Chailloux au Mans à l'époque. Et ce qui est super cool, c'est qu'aujourd'hui son propriétaire est décédé, mais il aurait fêté ses 100 ans à 2 jours près où je tourne cette vidéo. Donc c'est vraiment un bel hommage qu'on lui rend. On ne s'est même pas rendu compte, on n'a pas fait exprès. Mais donc voilà, cette voiture est une première main, origine France. Aujourd'hui, elle vit une deuxième carrière dans les mains passionnées de Elias. On a encore un détail ici, la flèche dans la banlieue du Mans, un petit contrôle technique. Donc je pense que c'est peut-être la meilleure 505 que je pouvais filmer, étant donné mon parcours franco-allemand, son parcours franco-allemand. C'est un super hommage. Allez, il est temps pour nous de passer à l'intérieur de la GTI. Et immédiatement, on est frappé par cet intérieur vert. Et ça, c'est vraiment le clou du spectacle. C'est ce pourquoi je suis hyper content aussi de vous la montrer. Elle est équipée d'une sellerie cuir optionnelle verte. Regardez-moi ça. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi, tout à l'heure, je disais « Ouais, ça me fait penser un peu à une voiture allemande ». Ça, pour moi, c'est un intérieur type Mercedes. Mais encore une fois, on va y revenir. Alors, la porte, pour commencer. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'elle est assez épaisse dans son maniement, assez confortable et assez haut de gamme. Là, on a par contre un encadrement qui n'est pas en métal, un encadrement un petit peu plus frêle. Mais bon, c'est pas dérangeant. La porte, en bonne routière, est entièrement capitonnée. Donc, on a une belle harmonie avec 3 teintes de verre différents. Ce vert kaki, vert d'eau un petit peu très clair. Ici, du vert un peu plus foncé pour les bacs de porte en plastique et une magnifique moquette vert sapin. Ça, vraiment, je suis fou de cette couleur. Nous avons également un petit accoudoir avec une petite poignée ici. Poignée en vrai chrome. Petit détail chromé là. Et on retrouve le détail chromé ici pour la fermeture de la voiture. Et encore une fois, on a une baguette de chrome en bas. Donc il y a un vrai travail sur cette portière, franchement. Et là, quand je vois ça, je peux commencer à me dire, ouais, on est du niveau des Allemandes. Et en fait, quand vous voyez le reste, vous voyez ces plastiques, là aussi vert, moussé, bien solide. Ici, entourage de chrome encore une fois, une baguette supplémentaire. Presque, ça me fait penser, ouais, dans une certaine mesure, au Mercedes. Ou alors, encore une fois, sur les C2 portes, ici, du plastique vert, avec le joint lui aussi vert, etc. Je sais pas, j'ai vraiment une ambiance allemande là-dessus. Et bref, installons-nous. Ouais, c'est très mat, hein. C'est très très mat, franchement. Bienvenue à bord de l'une des routières les plus chères de son segment à l'époque. Et oui, Peugeot, bien qu'ils étaient français, ils s'étaient permis de la proposer plus chère que l'Audi 100 par exemple. Donc il fallait, on espère, en avoir pour son argent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intérieur de phase 1, il transfigure la 505. La phase 2, c'est une planche de bord beaucoup plus mastoc, plastique, toute droite comme ça. La phase 1, je trouve très fin, très élégant. Et pour cause, il a été développé par Paul Bracq, l'immense designer Paul Bracq qui a œuvré pour BMW et Mercedes. Alors on commence avec ce grand volant, un cerceau à 2 branches qui n'est pas spécialement sportif. On aurait pu imaginer peut-être 4 branches ou 3 branches avec des trous, etc.
Mais non, là c'est un 2 branches en plastique, pas de cuir. Mais bon, il nous donne une bonne lisibilité sur les compteurs qui, vous le voyez, n'intègre pas beaucoup d'informations. On a le compteur central bien sûr, mais qui est seulement gradé jusqu'à 180 km/h. Sachant que la voiture était donnée pour 185 en vitesse de pointe, c'est assez curieux qu'il n'ait pas gradué au moins jusqu'à 200. Elle a 148 000 km, ce qui est vraiment respectable, mais à la fois pas trop. C'est un bon équilibre. Là, on a simplement 2 petites jauges, on n'a pas beaucoup de manomètres en plus. Et on a quand même un compte-tours avec la fonction Econoscope. Donc ça, c'est cool, ce sont des petites diodes qui s'allument lorsque vous roulez trop fort pour vous dire attention, vous consommez trop. Cette GTI, elle a un équipement qui est plutôt pas mal pour l'époque. Donc si on se concentre à gauche par exemple, on a les rétroviseurs réglables de l'intérieur. Mine de rien, c'était pas de série tout le temps. Bon là vous avez commande de réglage de phare, les commodos, ça c'est plutôt normal. Et quand on va vers la console centrale, on a par exemple ici une petite horloge digitale. Et pour le reste, eh bien, c'est une console qui est bien remplie. On a un module de ventilation sans aucune molette, c'est simplement des tirettes comme ça. Et puis vous avez en plein milieu, c'est assez curieux, le petit cendrier, mais il est bien solide. Et d'ailleurs les aérateurs eux aussi sont vraiment dans ce plastique moussé, il n'y a rien qui bouge. Ces entourages de chrome, encore une fois, je me répète, ça fait très Mercedes. Vous avez ensuite un magnifique poste Blaupunkt Bremen qui est vraiment parfait, avec ici des petites prises USB et une petite prise SD. Donc en fait c'est un poste qui reprend l'esthétique des postes de l'époque, mais franchement si j'avais pas vu ça, je l'aurais même pas remarqué. Et pour les puristes, nous avons ici le levier de vitesse de la phase 1 qui est en forme de patte de lion et donc qui a une prise en main inversée pour la boîte 5, parce que oui, on est sur la boîte 5, on n'est pas sur la boîte 4 sur cette 505. Et vous voyez toute une console centrale jusqu'en bas, donc on n'a pas de trou. Vous avez également les vitres électriques comme ça, qui sont très agréables à manier. Et là, ça fait très 70s. Tout ce vert, etc., ça fait vraiment 70s. Et enfin, on pourrait lui reprocher quand même un manque d'accoudoir central. Mais n'empêche que toute cette console, surtout alliée au cuir des sièges encore une fois, ça fait loin d'être cheap, franchement. Ça fait routière. Le pari est tenu. Si on se concentre sur le passager, nous avons une gigantesque boîte à gants. Et là, je suis étonné, déjà à l'époque, on avait du velours à l'intérieur. Donc, c'est plutôt bienvenu. Et ensuite, vous retrouvez planche de bord aérée, une très bonne luminosité forcément, grâce à la grande surface vitrée et à la relative verticalité du pare-brise. Et puis ici, une zone de rangement. Côté plafonnier, on retrouve un petit module ici avec plusieurs lumières. Donc, on a celle-ci qui s'allume comme ça, par pression. Et puis, une lumière de lecture. Vous voyez, là, elle s'allume ici, que vous pouvez orienter. Et ici, miroir de courtoisie pour le passager. Et les pare-soleils sont traités d'un côté en tissu et de l'autre en vinyle. Et ce ciel de toit, pareil, il fait très années 70. On voit qu'on est sur une phase 1, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ces poignées, je soupçonne d'être encore une fois inspirées par Mercedes, parce qu'elles sont en plastique, bien solides et avec des chromes. Tout ça participe à une ambiance de bord robuste. Et pour cause, la 505, elle aura comme son aînée la 504, une belle carrière en Afrique du Nord en occasion. Et puisque nous y sommes, démarrage du 4 cylindres Douvrin. Franchement, elle démarre au quart de tour, la 505. Ça tourne plutôt rond. Allez, passons aux places arrière, puisque qui dit grande routière dit habitabilité et accueil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au premier coup d'œil, la banquette, elle aussi verte, avec des appuis-têtes, bien elle fait envie. Regardez comme elle est creusée, bombée et tout. Alors on va pas plus attendre et on va s'installer à l'arrière de la 505. Oh là là, cette sensation de qualité, je suis vraiment hyper agréablement surpris. Et je peux vous dire que là, avec le gigantesque accoudoir, je suis hyper bien installé. Franchement, j'en rajoute pas, c'est très confortable. La largeur au coude, la hauteur pour la tête, la place pour les jambes, tout est parfait. Certes, je n'ai pas le plus grand gabarit, mais franchement, dans la 505, on se sent super bien. Profitons d'être à l'arrière de la 505 pour déguster un petit peu les documents authentiques, puisque comme vous le voyez, on a une sacrée pile de factures
toute d'origine depuis 1983. On va commencer avec son propriétaire, donc feu monsieur Niclou, né en 1924. Encore une fois, il aurait eu 100 ans en ce moment-là, en juillet. Vous voyez déjà le type de voiture que c'est, moi c'est ce que j'adore. Et donc on a un peu en vrac tout un tas de factures, par exemple une facture de 1989, les grands garages de la Sarthe, concessionnaire Peugeot Talbot, avec en fond le concept car Oxa. Ici on a une facture de carrosserie avec un design orange très 70s. Et surtout on a une évolution en fait des papiers de facture Peugeot, des années et donc des modèles qui étaient présentés. Donc vous voyez ici par exemple une facture de 88, on a une 405, la nouvelle 405. Ici on a la 205 cabriolet. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons également ici un petit carnet Peugeot Talbot avec le réseau français, toutes les adresses de tous les agents Peugeot en France si jamais vous avez un souci. Ici, Peugeot écoute, tout un tas de services, le manuel de la 505 juste en dessous. Et puis Elias étant journaliste automobile, forcément, il nous a dégoté l'Automobile Magazine de l'époque avec la nouvelle 505 GTI qui venait de sortir, 130 chevaux, 185 km/h. Et ce qui est cool pour le thème française contre allemande, eh bien, c'est que le magazine l'avait fait affronter la BMW 520i, qui avait certes un 6 en ligne, mais qui développait entre guillemets seulement 125 chevaux. Donc on était sur une véritable concurrente. Alors bien sûr, la Peugeot en matière de qualité perçue, de robustesse, elle était donnée plutôt seconde, mais c'était quand même une excellente voiture d'après l'article. Vous voyez, c'est un article hyper détaillé. Et bien souvent, en fait, il place Peugeot en premier. Meilleures accélérations, meilleures reprises, meilleure consommation, meilleure autonomie. Regardez encore une fois ici, première pour l'agrément, égalité pour la sécurité. On a quand même pas mal de très bons points pour la Peugeot. Elle gagne le comparatif. Certes, la BM a de très bonnes qualités, mais ça fait quand même plaisir et ça montre qu'à l'époque, eh bien, c'était une concurrente vraiment sérieuse pour les Allemandes, notamment en matière d'agrément routier, de qualité routière et de comportement. Pour terminer avec le design, vous remarquerez que la voiture est montée sur de simples enjoliveurs 14 pouces. Pour une GTI, ça fait un peu cheap peut-être. Elle était disponible avec des jantes alliage, mais son propriétaire a voulu conserver ses enjoliveurs. Et mine de rien, en fait, ça la rend assez sympa, peut-être un petit peu sleeper. C'est un design qui, je trouve, est plutôt chaleureux pour une voiture qui se veut sage, statutaire et sérieuse. Au niveau du coffre, vous allez voir qu'il y a une petite surprise assez drôle. Donc c'est une malle très simple, très large, avec une belle ouverture. Et vous noterez qu'on a aussi deux vérins. Alors la surprise, c'est quoi? C'est pas son contenu. Vous voyez déjà qu'il a une accessibilité qui est absolument gargantuesque. C'est très large. J'ai jamais vu un coffre aussi... Enfin, c'est très accessible. C'est pas comme les Mercedes avec des creux sur les côtés ou quoi. C'est aussi dû au porte-à-faux. Les roues, elles sont très loin. Vous voyez que là, toute cette partie-là, c'est après les roues. Non, la surprise, en fait, c'est tout simplement son volume. Puisque ce coffre, d'après l'Automobile Magazine qu'on a dans la voiture, il fait 505 décimètres cubes. Ah bah ça alors, je sais pas si ça a été voulu par Peugeot, mais en tout cas, je trouvais que c'était un beau détail. Et encore une fois, on sent qu'il y a une qualité dans ces ouvrants. Et nous voici à bord de la 505 GTI. C'est vraiment un petit rêve de plus qui se réalise, à savoir conduire un Youngtimer dans les rues de Berlin. Un de mes quartiers préférés en plus, on est à Grunewald. Que demander de plus franchement? Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est une voiture qui se conduit très facilement. Parce qu'on est sur une grande berline, bien qu'elle soit typée années 70 dans son design intérieur, qui est assez simple à conduire. Le seul point que je trouve assez étrange, c'est les débattements de levée de vitesse qui sont très longs. Autant la poignée inversée, bon, ça pose pas de problème. Autant vraiment les débattements, le lever de vitesse il vient presque jusqu'à ma jambe. Mais bon, à part ça, ça repart en troisième. Au niveau des pédales, l'accélérateur il est bien réactif. Ça c'est aussi marrant, c'est assez péchu. Et puis au niveau du freinage, franchement c'est pas spécialement daté, mais surtout c'est le confort de la voiture qui impressionne. On est hyper bien calé dans les sièges, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit de plastique, etc. Ça fait pour le coup plus moderne que ça ne l'est. Et donc là, sur ce coup-là, Peugeot, je pense qu'ils ont bien réussi leur pari de faire une voiture assez haut de gamme. En fait, pour l'instant, ce qui est hyper agréable, c'est de cruiser avec la voiture.
on a la direction qui est plutôt directe. L'article de l'Automobile Magazine que je vous montrais tout à l'heure disait qu'elle est vraiment plus directe que celle d'une 505 plus normale, puisque c'est la direction empruntée à la turbo. Alors bien sûr, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, elle se manie assez facilement. Et au niveau du bruit, pour l'instant, à vitesse assez ralentie, dans le trafic comme ça, bah franchement, le Douvrin, il fait assez moderne. Enfin, en fait, il se fait oublier. On l'entend vraiment pas beaucoup. Ça rend cette voiture polyvalente pour l'instant et assez agréable. Et la voiture, elle part pas mal, hein. C'est pas une accélération qui est forte ou qui est, il n'y a pas de coup de pied aux fesses. Mais par contre, le bruit du Douvrin qui prend les tours, c'est assez sympa. Et là, pour le coup, c'est un peu plus ancien. Et on peut même se mettre en 4e pour cruiser et il n'y a pas de problème. Mais ouais, la voiture, elle part en fait. On sent que c'est quand même un petit peu péchu malgré le poids. Elle prend ses tours, hein. Elle prend ses tours, mine de rien, la petite 505 quand elle veut. Mais c'est vrai que ce que disait Elias, c'est que la voiture est quand même assez bruyante quand on est à haut régime. Et donc là, bon, en accélération, ça va, mais si on est sur l'autoroute à 130, c'est vrai que malgré la boîte 5, c'est pas la voiture la plus silencieuse. Alors ce que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, c'est que la voiture a un moteur qui est quand même assez transfiguré par rapport au moteur précédent un peu moins puissant, parce qu'elle n'a non plus une injection mécanique K, mais là cette fois on est sur une L-Getronic. Et donc forcément, il n'y a pas de starter au niveau du volant, etc. C'est un moteur beaucoup plus moderne. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette sensation de modernité. Il ne faut pas oublier que la GTI, elle est lancée en 83 pour le millésime 84. Et donc on est déjà plus sur une voiture typée années 70. Et là au feu rouge, ouais non, franchement ça freine. Ça donne une auto homogène en fait. Je vais reprendre tout simplement les mots de la conclusion du magazine, c'est que c'est une voiture homogène et polyvalente. Il n'y a rien de brutal dans ces accélérations. C'est vraiment confort. Et alors les sièges et les suspensions, c'est un véritable régal. Bon, franchement, que vous dire de plus? Je sais qu'une GTI, même si c'est pas une GTI vraiment très sportive, on aurait voulu l'avoir sur une route de montagne ou quoi, mais bon, à Berlin, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de route de montagne, on est en ville. Mais n'empêche que dans ce quartier, j'ai pu quand même un peu la faire respirer. Donc en fait, on n'a aucun doute que dans un contexte un peu plus dynamique, ça serait une Peugeot qui se respecte. Plus avec la propulsion, la petite direction de la turbo et l'accélérateur réactif. Ouais, on a envie de lui mettre un petit peu plus dedans. Mais même comme ça, dans un contexte de balade, ça la rend super agréable. Donc c'est une très belle expérience de conduire ma première 505. Et j'espère que ma prochaine sera une turbo-injection. Bon, là on a garé la voiture dans le parking, mais je voulais vous montrer un dernier détail que Elias m'a montré. On est ici dans un magazine japonais. Et incroyable, ils ont un numéro dédié dans lequel ils présentent sa 505. Regardez-moi ça, c'est écrit en japonais. C'est lui ici, avec même le vieux Automobile Magazine que je vous ai montré. Et le voici à Berlin avec la voiture. Franchement, les Japonais, je vous montre la couverture du magazine, les abonnés ils sont vraiment trop forts. Pour conclure, je tiens à adresser un grand merci à Elias. Elias, vielen Dank pour son accueil ici à Berlin et m'avoir mis à disposition sa très très belle 505. C'est un beau pont entre nos merveilleux pays, la culture allemande, la culture française. Une voiture qui finalement en fait la belle synthèse, on l'a vu, qui pourrait être une belle concurrente aux voitures de l'époque. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail, c'est important. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!